Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler souvenirs, on va parler nostalgie, on va parler histoire, on va parler concert. Bon alors normalement, un concert, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est un peu devenu ça. Merci Covid-19, on t'aime. Mais ça vient d'où le concert? Qui a eu cette idée de réunir des gens assis sur une chaise dans un silence plus ou moins religieux pour écouter une prestation musicale? Un des premiers qui organise des concerts, c'est l'empereur romain Néron. Il adore la musique, il apprend le chant et la cithare, qui est une espèce de guitare de l'époque romaine, auprès des meilleurs professeurs de l'Empire. Néron n'est pas vraiment doué à la base. Suétone raconte dans ses chroniques sur la vie des 12 Césars qu'il avait une voix sourde et grêle. C'est pas un compliment ça. Mais à force de travail, il progresse et il a atteint un niveau tout à fait convenable. Comme quoi? Alors il est très concerné par sa voix, Néron. C'est-à-dire qu'il va suivre un régime spécial. Pas de fruits, parce que c'est réputé mauvais pour la voix. Beaucoup de poireaux, parce que c'est réputé bon pour la voix. La chance. Il va même jusqu'à ingérer des vomitifs et des laxatifs pour préserver son organe. Ouais, alors je vois pas trop en quoi le fait de vomir c'est bon pour les cordes vocales, parce qu'en fait c'est plutôt l'inverse, hein. Ça brûle tout. Plus tard, il demandera même à ses sujets de faire des sacrifices pour la préservation de ses cordes vocales. Tiens, c'est une idée ça. Au début, il participe à des concours destinés aux musiciens professionnels, où il veut être jugé comme tout le monde. Bon, évidemment, il gagne tout le temps, parce que c'est quand même l'empereur. Il est un peu pistonné. En plus de ça, il se produit dès qu'il le peut dans les jardins de son palais. Ouais, en fait, il saoule l'intégralité de ses sujets en chantant dans son jardin avec sa guitare, quoi. Mais personne dit rien, c'est l'empereur. En mai 64, à Naples, il organise son premier concert en dehors de Rome. Ça marche bien, il prend la confiance, du coup, il réitère un peu partout en Italie et il va même jusqu'à partir en tournée en Grèce. Il rencontre un franc succès. Et pour cause, il oblige tous ses sujets à assister à ses concerts. Si jamais tu dors, t'es exilé. Et vous connaissez l'histoire de Sénèque qui a été contraint au suicide parce qu'en fait il s'est moqué de la voix de l'empereur. La critique est pas trop possible en fait. Son costume de scène, ce n'est pas juste celui du musicien traditionnel, le citharède, non. C'est le costume d'Apollon Citharède, ce qui est une manière un petit peu mégalo, complètement, de se considérer comme l'égal du dieu de la musique et des arts. Oui, Néron, c'est un petit peu un terroriste musical. N'oublions pas que c'est quand même lui qui serait à l'origine du grand incendie de Rome, car il trouvait la ville trop moche. D'ailleurs, Suétone nous raconte dans la vie des 12 Césars qu'il aurait contemplé les flammes en jouant de la cithare et en chantant la chute de Troie. Petite référence au roi de Troie, Priam, qui a vu sa cité brûler devant ses yeux. Sauf que lui, il n'y avait pas mis le feu. Au Moyen-Âge, la musique est surtout pratiquée pour louer Dieu, dans le cadre des cérémonies religieuses. Mais on trouve une pratique profane sur les places de village ou lors des foires. On y joue des chansons populaires ou des danses. Entre le XIe et le XIIIe siècle, les musiciens de profession sont rarement employés à la cour des princes, comme ce sera le cas à partir de la Renaissance. Du coup, des musiciens itinérants sillonnent la France pour aller mettre l'ambiance dans les villes. Ils accompagnent leur chant d'instruments facilement transportables comme le luth, la flûte ou le tambourin. On les appelle au nord de la Loire les trouvères, en langue d'Oil, et au sud de la Loire, les troubadours, en langue d'Oc. C'est un peu le même débat que pain au chocolat et chocolatine en fait. Ces ancêtres des intermittents chantent l'amour courtois et narrent les exploits guerriers des héros, les bonnes valeurs chevaleresques. Hormis ces exceptions, jusqu'au XVIIIe siècle, la musique se pratique dans des cadres bien particuliers. À la cour des princes, lors des célébrations religieuses, au théâtre, ce qui va donner naissance à l'opéra, mais ça, c'est pas le sujet aujourd'hui, ainsi que dans un cadre militaire. En 1725, pour la première fois, la musique s'autonomise de tout contexte religieux, politique, militaire ou théâtral. Anne d'Annican Philidor, oboïste à la Chapelle Royale, crée les concerts spirituels. Moyennant une sorte d'indemnité à l'Académie de musique, l'ancien nom de l'Opéra de Paris, Philidor peut faire jouer des œuvres lorsqu'aucun opéra n'est donné, c'est-à-dire lors des fêtes religieuses, environ 30 jours par an. C'est un bon début, hein. On y donne principalement de la musique instrumentale, comme des symphonies ou des concertos, beaucoup pour violon. Et il y a interdiction de jouer de la musique vocale en français. Les concerts ont d'abord lieu au Palais des Tuileries, puis en 1789, lorsque le roi revient à Paris. Oui, parce que ça commence à chauffer un petit peu pour lui, hein, si vous faites le lien avec la date. Les concerts sont déplacés à la Salle Favart, l'Opéra Comique,
ainsi qu'au théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est la toute première fois que la représentation d'œuvres musicales constitue l'objet central du spectacle, et qu'elle est ouverte à tous, pas uniquement destinée à une élite sociale qui est invitée, comme par exemple la cour des princes. Bon, ça c'est en théorie, parce que c'est quand même payant, du coup ça s'adresse à des gens qui ont un peu de sous quand même. Les concerts spirituels s'arrêtent en 1790 à cause de la Révolution, mais la mode est lancée, et sur le même modèle, d'autres concerts spirituels fleuriront partout en France. Par la suite, d'autres organismes se créeront pour organiser des concerts populaires accessibles à tous, parmi lesquels l'Orchestre Padeloup en 1852, l'Orchestre Colonne en 1873 et l'Orchestre Lamoureux en 1881. Ils existent encore aujourd'hui et ce sont les plus vieux orchestres français. Au XIXe siècle, deux hommes vont encore faire évoluer le concept du concert, en développant la notion du récital soliste. Jusque-là, les solistes se produisent principalement dans des salons ou dans des cafés-concerts. Par exemple, Bach jouait au café Zimmermann à Leipzig. C'est un centre culturel qui attire de nombreux mélomanes, mais c'est quand même pas la Philharmonie de Berlin. En gros, les musiciens sont considérés comme des domestiques de leur prince, comme Mozart à la cour de Vienne, dont les prestations étaient destinées à animer ses salons. En 1810, Niccolò Paganini, légendaire violoniste dont l'habileté sur son instrument paraissait résulter d'un phénomène magique, voire diabolique, quitte la cour du prince de Lucca où il était employé, pour se lancer en tant que musicien indépendant sur les routes d'Italie. Il subjugue les foules par son jeu défiant les lois humaines et son apparence mystérieuse. D'abord en Italie, puis en Allemagne, en Autriche, en France et en Angleterre. En 1832, le compositeur et pianiste Franz Liszt a 21 ans. Il donne déjà des concerts depuis l'enfance, mais lorsqu'il assiste à la prestation parisienne du célèbre violoniste, il décide de refaire toute sa technique. Son but, c'est de repousser les limites virtuoses du piano pour devenir l'égal de Paganini sur son instrument. D'ailleurs, il va énormément participer à l'évolution de la technique pianistique. Franz Liszt a tout pour réussir. Non seulement c'est un monstre du piano, c'est un des plus grands virtuoses de son époque, mais il est également humaniste. Par exemple, c'est le premier à organiser des concerts caritatifs en 1838 suite aux inondations du Danube pour venir en aide aux victimes. Puis ça fait un bon gros coup de pub aussi. En plus de ça, il a à cœur de diffuser la musique de ses contemporains au plus grand nombre. Pour ce faire, il va réaliser pour le piano seul un grand nombre de transcriptions, fantaisies, paraphrases, à partir de thèmes d'opéra, à partir de leaders pour voix et piano. Il va même transcrire les 9 symphonies de Beethoven ainsi que la symphonie fantastique de Berlioz. Et puis il les joue en concert, il fait de la pub à ses concurrents quoi. Sympa le mec. Liszt est aussi très charismatique. Il est BG quoi. Il est le premier à prendre conscience de l'importance de la relation entre un interprète et son public, ainsi que de l'importance de fidéliser ce dernier. Il présente des programmes éclectiques qui vont de Bach jusqu'à Chopin, son contemporain, qu'il exécute par cœur et qu'il adapte en fonction des goûts du public. Il intègre ainsi la notion de performance individuelle au concert. À partir de 1839 et pendant 8 ans, il déchaîne les foules au cours de ses tournées d'Alexandrie à Saint-Pétersbourg. C'est la Glanz Period, la période qui brille. Liszt essaye plusieurs appellations pour son show. Il essaye par exemple soliloque musical, mais ça sonne pas très bien. Celle qu'on retiendra, elle apparaît en 1840 à Londres lors d'une tournée anglaise. Et c'est Recital. Les gens font la queue dehors pour assister à ses concerts. Et il est reçu partout comme un prince. C'est très important parce que c'est lui qui abolit durablement l'asservissement du musicien professionnel à ses employeurs. Fun fact, est-ce que vous saviez que Liszt, lors de ses concerts, avait l'habitude d'installer 2 pianos face à face? C'était bien sûr au cas où une corde lâche sur un piano, mais c'était surtout pour que les dames en pamoison devant lui puissent admirer ces 2 profils alternativement. Les gens ne viennent plus seulement écouter Beethoven ou Bach, ils viennent entendre et voir Liszt. C'est la première rockstar en fait, c'est lui qui a inventé la célébrité. Voilà, ce petit point historique est fini, et puis j'espère qu'on pourra bientôt recommencer à aller voir des concerts, parce que c'était bien quand même. En attendant, restez chez vous.